Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue au 13h, les titres du journal. La phase d'extension du projet souhait d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel s'achève. Après 5 ans de mise en œuvre, les acteurs se retrouvent pour faire le bilan. Les détails dans ce journal. Le dossier environnement de ce mercredi s'intéresse au puits artésien de Kheti-Sota dans la commune de Dango. Les lignes ont semblé bouger pour la valorisation de cette ressource naturelle. Toutefois, des difficultés subsistent. On en parle dans ce 13h. Et puis, l'homme orchestre Sagoran Danialou retrouve son public avec un nouvel album, une œuvre de 10 titres produite par le label Eya Records Limited. À nouveau, bonjour. L'épisode de tentative de coup d'État se poursuit ce mardi. Les présumés co-auteurs ont été auditionnés par le procureur spécial Près-la-Criette, écoutés par le juge d'instruction et le juge des libertés à l'issue de la délibération au beau milieu de la nuit. 3 des 7 concernés ont été inculpés de plusieurs chefs d'accusation et déposés en prison. Et toujours par rapport à cette actualité, la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin a réagi à travers un communiqué attaché aux valeurs démocratiques et à la préservation des institutions de la République. Elle condamne fermement toute tentative d'atteinte à la sûreté de l'État ainsi que l'usage de la force dans l'espace politique. La coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin exprime son soutien au président Patrice Talon dans la poursuite des réformes économiques et politiques. Elle invite toutes les forces politiques et sociales ainsi que les membres de la diaspora à faire preuve de responsabilité et à privilégier le dialogue et la concertation dans l'intérêt supérieur de la nation. Des formateurs de membres de partis politiques renforcent leur capacité en stratégie d'éducation au leadership féminin. C'est une initiative du programme d'appui à l'égalité genre. La formation a lieu à Boycon. Pierrette Adeyossi, Kadnel Kapo. Les élections communales depuis 2003 jusqu'en 2020, les chiffres montrent à suffisance qu'il reste encore du chemin à faire par rapport à la promotion du leadership féminin. Touché par cette forte présence de l'homme dans le champ politique au détriment de la femme, le programme d'appui à l'égalité de genre PAEG s'est engagé à inverser la tendance à travers ces sessions de renforcement de compétences. Que cet atelier de formation soit l'occasion de concrétiser un vœu, celui de faire en sorte que les partis politiques qui constituent une partie prenante importante pour la mise en œuvre du programme d'appui à l'égalité de genre puissent avoir un meilleur ancrage avec le programme, à amener les bénéficiaires à la maîtrise des notions essentielles qui seront vues ensemble. Le programme d'appui à l'égalité de genre PAEG, financé par la coopération suisse mise en œuvre avec le gouvernement béninois, veut à travers ces séances mettre fin aux inégalités entre les sexes, ce qui permettra de réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique des femmes au Bénin. La question du leadership féminin, c'est surtout ces aspects qui manquent aux femmes et qui font qu'elles ne se décident pas, n'aiment pas s'ingérer dans le milieu politique. On attend à ce qu'on nous inculque les valeurs de comment est-ce qu'une femme en politique pourra s'engager. Parce qu'une fois engagée, elle constitue une source, un bénéfice pour son entourage, non seulement pour sa famille, mais aussi pour la société. À l'issue de ces sessions de formation, les femmes leaders engagées seront en mesure de s'afficher sur la scène politique. Et d'un autre côté, la phase d'extension du projet souhait d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel tend à sa fin. Après 5 années de mise en œuvre, les acteurs impliqués se retrouvent pour faire le point des activités menées. On retrouve à Boycon, Pierrette Adeyossi et Kadnel Kapo. En plus de la capitalisation des expériences acquises pour l'atteinte des objectifs du projet SWED, il s'agit pour les parties prenantes de passer en revue les réalisations du plan de travail trimestriel et de se projeter sur les derniers mois à venir. Il sera question d'examiner
le plan de travail tenant compte des 2 mois restants pour pouvoir boucler la mission à nous confier, de nourrir les réflexions de façon constructive pour pouvoir utiliser de façon optimale le temps qui nous reste pour boucler à bien notre mission. Cette revue du trimestre 1 des sous-projets de la composante 1 est donc l'occasion pour ses membres d'analyser les performances de leurs différents programmes budgétaires et de prendre de nouvelles résolutions. Pour notre part, je vais parler de l'unité de gestion du projet. Le trimestre écoulé nous a permis quand même de pouvoir évoluer sur certaines activités phares, notamment le déroulement des cours de vacances, qui est une première expérience au Bénin, à l'initiative du gouvernement béninois. L'équipement des jeunes filles adolescentes formées par le consortium Plan Bénin, et qui était donc un grand défi à la fin de notre mission. Et enfin, la formation des comités de veille, des comités de suivi de nos sous-projets, qui est en même temps un premier pas que nous posons par rapport à la logique de pérennisation de ce projet-là. Mais ces 3 grandes activités réalisées qui ont marqué le trimestre écoulé ne nous permettent pas aujourd'hui de conclure que ce trimestre a atteint les objectifs escomptés. Il n'est jamais mauvais de trébucher, mais ce qui serait criminel, c'est de rester couché. Relevons-nous pour que SOED puisse atteindre véritablement les objectifs qui lui sont assignés. Au terme des travaux, les participants auront une meilleure connaissance des résultats obtenus dans la mise en œuvre du projet. Intéressons-nous à présent à cette rencontre avec des jeunes et des communautés pour favoriser le dialogue sur la santé sexuelle et reproductive. Il est question d'inculquer à la jeunesse les bonnes pratiques en matière de santé sexuelle. Gilles Donsou et Ramato Lawani pour les détails. C'est ainsi lancé le Festival d'Orhami, un festival qui a pour ambition la défense de la santé sexuelle et reproductive saine et responsable. L'ONG Filles en Action y veille. D'Orhami est une initiative née de la volonté de comprendre, d'informer et de changer les perceptions sur les questions essentielles, notamment celle de l'avortement sécurisé et non stigmatisé. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour garantir l'accès à des services de santé reproductive sûrs et de qualité et pour réduire, voire éliminer les pratiques dangereuses et clandestines qui mettent en péril la vie de tant de femmes. L'auditoire, composé en grande majorité de jeunes, reçoit ici des conseils. Quand vous commencez à avoir des rapports sexuels, ce qui est tout à fait normal, il n'y a pas de honte, mais demandez des conseils à papa et à maman. Soyons un peu les amis de nos filles, soyons les amis de nos enfants, de façon à ce que, même si ce qui arrive à nos enfants est extrêmement grave, que nos enfants aient encore le courage de venir nous en parler. Si on n'est pas un peu amis à nos enfants ils vont, chercher des informations ailleurs, chercher aussi des solutions ailleurs. Le ministère de la Santé s'inscrit dans la même logique. Je ne vais pas seulement me limiter à l'interruption volontaire de grossesse qui est le thème d'aujourd'hui, mais je vous rappelle que l'interruption volontaire de grossesse est le dernier recours pour les filles et les femmes, parce que nous avons la contraception. Tous ensemble donc pour un avenir plus sûr en matière de protection de la santé sexuelle et reproductive. Place au dossier du jour. Depuis notre dernière descente sur le site du puits artésien de Retinsota dans la commune de Dangbo, les lignes ont semblé bouger pour ce qui est de la valorisation de cette ressource naturelle. Toutefois, des difficultés subsistent. L'une des meilleures voies d'accès est toujours impraticable, nous dit William Choki. Ils en profitent, ces enfants, autant qu'ils le peuvent. Ils prennent leur bain chaud, font la lessive avec cette eau aux vertus thérapeutiques, voire miraculeuses. Mon père, la maman du curé de notre paroisse est tombée malade.
Ils ont tout fait. Elle n'a pas trouvé guérison. Il a fallu qu'elle commence par prendre son bain avec cette eau, puis elle s'est retrouvée. Nous sommes au pied du puits artésien de Khetin Sota. Près de 7 décennies déjà que cette eau jaillit abondamment. Ici, le thermomètre indique plus de 48 degrés Celsius. Depuis notre dernier reportage, les choses semblent bouger sur le site. Des bacs installés pour des bains thérapeutiques. Ce septuagénaire a dû avaler près de 70 km de trajet. Il vient profiter, et à moindre coût, de ce soin corporel qu'offre ce puits artésien de Khetin Sota. Vous sentez quelques petites douleurs dans les membres il y a quelques jours. Et maintenant, je sens que les membres se libèrent, quoi. Pour en arriver là, cette eau chaude a été drainée à travers une canalisation, une solution précaire qui pourrait attirer plus d'un, mais il y a un couac. La voie d'accès pour désenclaver ce village, puis accéder au puits artésien, est impraticable. 27 km seulement, et encore, même les gens disent que c'est 26. Et ça a été mesuré à vol d'oiseau par, comment est-ce qu'on appelle, des satellites qui ont pris les images de toute cette voie-là, tronçon par tronçon, et qui ont calculé, justement, c'est eux qui ont calculé et qui nous ont dit que la traversée fait 27 km avec une petite bretelle pour sortir de la voie pour aller à Adekenhoukoué. 27 km pour joindre la commune d'Ortois d'Abomey-Calavi. Via ce village, moins de 30 km à aménager pour faciliter l'écoulement des produits vivriers de la basse vallée de l'Ouémé. Il y a de la patate douce, il y a de la tomate, il y a du piment, il y a toutes sortes de choses. Mais ces choses-là, quand on les produit, nous n'avons pas de voie pour les transporter sur les marchés que l'État nous a construits. Donc, l'impraticabilité de cette voie entraîne des bêtes. Le ministre Kossi Dossoui a dit en 2021 à Dangbo ici que si on doit désenclaver la vallée de Dangbo, c'est ici. C'est la côte de référence que je dis là. Si on passe par Dangbo et qu'on passe par Porte-Novo, eh bien ça fait 60 km. Mais si on prend par ici et qu'on va à Kassato, eh bien on n'a que 27 km à faire, 25 km même à faire. En attendant l'aménagement de ce tronçon, autrefois principale voie d'accès à la vallée de l'Ouémé, les produits vivriers tardent à joindre les marchés. Les populations, elles, souffrent le martyre. Et ce nouveau site touristique de Khetin Sota reste inaccessible pour le grand public. Voyons ces réformes du gouvernement saluées par le président du Conseil suprême national de la chefferie traditionnelle du Bénin. Il s'agit entre autres du projet de loi établissant un cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin et du décret fixant la date de la célébration de la fête des religions endogènes. Firmin Bassao, Calvador, Arano. Le Bénin franchit une étape dans la consolidation de la chefferie traditionnelle avec la présentation d'un projet de loi visant à établir son cadre juridique. Le projet de loi soumis à l'Assemblée nationale pour examen et vote s'inscrit dans le respect de la Constitution révisée qui reconnaît la chefferie traditionnelle comme gardienne des us et coutumes. Une décision saluée à sa juste valeur par le président du Conseil suprême national de la chefferie traditionnelle du Bénin. Ce que le président a fait pour assainir la chefferie, c'est très important. Là, les autres vont nous connaître de plus. La date du 10 janvier, autrefois choisie pour célébrer les religions endogènes, est désormais modifiée. Sous l'appellation de Vodun Days, la fête sera désormais célébrée le second vendredi de janvier de chaque année et le jeudi précédent également férié. Vodun Days, 2 jours de férié, c'est très important pour la nation. Et nous voyons les musulmans qui quittent ici pour aller en Arabie Saoudite. Et nous voyons les catholiques qui sont allés à Dassa
pour le pèlerinage. Nous voyons le christianisme céleste autour de la mère Semekodji. Le Ouida, c'est notre pèlerinage de la chefferie traditionnelle du Bénin. C'est ça qui va nous réunir tous ensemble, chaque année. Une loi déjà promulguée par le chef de l'État donne désormais la possibilité d'acquisition de la nationalité béninoise par reconnaissance aux afro-descendants. Les afro-descendants, ils sont de l'Afrique, pratiquement à Dahomey. Ce que le président a fait, c'est les ancêtres qu'il a mis dans sa tête de faire tout ce qu'il est en train de faire. Parce que tout ça là, c'est un développement total pour la nation béninoise. Au-delà d'un sentiment de fierté, ce sont les générations futures qui en profiteront, reconnaissent les garants de la tradition. Et sachez, mesdames et messieurs, que des familles ont malheureusement perdu des enfants dans des accidents de la route. C'est une triste réalité si on s'en tient au rapport de la sécurité routière dans le monde. Dans la Donga, notre équipe a pu constater les risques encourus par les enfants quand ils quittent la maison pour l'école ou lorsqu'ils sortent des cours pour regagner le cocon familial. Rentrée scolaire, traversée de la route, l'instant de tous les risques. C'est un reportage de Jean-Claude James et Yva Groupessi. À première vue, la scène paraît banale et peut faire rire certaines personnes. Mais avec tous les risques, ces deux écoliers n'ont pas pu traverser la route dans l'indifférence totale des usagers. Un spectacle désolant qui s'observe durant les 9 mois de cours. Et cette situation est un peu grave ici parce que rien n'est réglementé. Les enfants traversent n'importe comment et inconsciemment se font écraser par les véhicules. J'avais vu une fois un cas comme ça et des choses comme ça font perdre les jeunes, les futurs cadres. C'est triste. Même au boulot, je n'ai pas le cœur apaisé. Je suis souvent apeuré quand 17h sonne ou bien quand midi sonne. Parce que mes enfants ne sont pas souvent convoyés par nous-mêmes. C'est eux-mêmes qui traversent la voie. Selon le rapport de 2019 sur la sécurité routière, 300 enfants meurent chaque jour sur la route au niveau mondial. Les plus chanceux se retrouvent parmi les 1200 handicapés ou les 3000 blessés graves enregistrés dans ce laps de temps. L'heure est à l'action. J'invite le Centre national de sécurité routière à prendre des mesures adéquates au sein des grandes zones de traversée des enfants, comme dans d'autres villes, en mettant des mesures de sécurité, des mesures d'orientation, des guides. Les enfants qui quittent l'école, là, si c'est quelqu'un qui va garder les bâtons pour dire « Ah, c'est moi qui est ici » et il faut traverser, tous les véhicules avec moto, il va arrêter d'abord et l'enfant va traverser pour aller à la maison. Ce défi interpelle aussi bien les autorités, les ONG que les parents, grands perdants quand la traversée de la route coûte la vie à un enfant. Les premières réflexions ont commencé. La sécurité routière, c'est un enjeu majeur qui nécessite l'implication de tout le monde. Et fort de ça, moi, je voudrais que les parents commettent le service d'un convoyeur pour aider ces enfants-là à traverser la voie. Non, ça ne sera pas gratuit. On va convenir d'un montant de façon hebdomadaire ou bien mensuelle et intéresser ce convoyeur. La plupart des usagers de la route sont des pères et des mères de famille qui souhaitent revoir leurs enfants de retour de l'école. À ce titre, ils doivent garder à l'esprit que ces âmes innocentes, futurs cadres du Bénin, sont des piétons qui ont le droit de traverser la route en toute sécurité. Attention à la vitesse. Pendant ce temps, la Fondation Farid Danko soulage les pensionnaires de l'orphelinat Habitat Dorcas de Mougnon à Abomey. Ses responsables ont offert des vivres et des kits scolaires à ces enfants en situation difficile. À travers ce geste, la Fondation veut soutenir et améliorer les conditions de vie des plus démunis. Pierrette Adayossi, Cadnel Capo. Du soutien en nature et en espèces pour prêter main forte aux pensionnaires du centre d'accueil de Mougnon à Abomey en situation de vulnérabilité.
Le don, composé de fournitures scolaires de vivres et d'une enveloppe financière, est un geste de générosité de la Fondation Farid Danko. Il ne faut pas attendre toujours que le gouvernement, l'État fasse des choses. L'État fait de son mieux. Je suis arrivé ici, j'ai vu tellement de belles choses que le gouvernement fait. Et c'est pour cette raison en fait, qu'il faut qu'on s'unisse pour faire quelque chose de bien dans la vie de nos enfants. Nous n'avons pas besoin d'être millionnaires, milliardaires pour faire quelque chose dans la vie des enfants de notre pays. À notre petite échelle, on a fait ce qu'on pouvait. Des moments festifs pour exprimer la joie et la gratitude de ces orphelins aux responsables de la Fondation qui leur offre ainsi la chance de passer une bonne année scolaire. Je dis merci beaucoup à la Fondation pour votre aide envers nous, les enfants de ce centre. Que Dieu vous bénisse et qu'il y a de l'évolution avec votre projet. Nous prenons en charge les enfants les pleins orphelins et surtout nous sommes spécialisés dans la prise en charge des enfants dissociés. Notre priorité, c'est d'abord accueillir ces enfants, car c'est souvent eux qui se retrouvent dans les rues. Mais aujourd'hui, ils ont reçu des parents de qualité. Nous vous disons merci. Les responsables de la Fondation Farid Danko ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils s'engagent à poursuivre leurs efforts et à travailler en étroite collaboration avec les pensionnaires de l'orphelinat afin de soutenir ces âmes innocentes qui en ont le plus besoin. Et je vous le disais dans les titres, l'homme orchestre Sagboran Danialou retrouve son public avec un nouvel album intitulé Message, produit par le label Eya Records Limited. Cet album de 10 titres a été présenté à un public select au centre Eya à Akwakwa avec comme témoins Igor Ayosso et Patrick Josso. Lorsque l'orchestre paraît, le cercle de spectateurs applaudit à tant fils. Et lorsque l'homme orchestre apparaît, le cercle d'admirateurs ovationne à grand bruit. Bienvenue au lancement officiel de l'album intitulé Message de Danialou Sagboran. Et ce soir, vous êtes, mesdames et messieurs, les premiers à suivre une prestation live de Sagboran Danialou. Une prestation live de 5 sur les 10 titres de cet album. Timbales et cymbales tonnent et sonnent pour saluer en anglais. Good morning, sir. Good morning, sir. C'est le 9e titre sur la liste retenue de commun accord avec Eya Records Limited et son promoteur qui se sent tel un lion ailé planant présidentiellement sur cet opus. Nous, on a eu la chance d'écouter l'album en entier à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il nous a fait un petit medley de 5 chansons qui, pour moi, sont des chansons qui représentent vraiment l'ampleur et l'étendue des différents messages que Agbe a à faire passer sur cet album. La légende vivante se souvient du conseil présidentiel maternel. Je me suis retrouvé dans un milieu où la mère de Eya, Madame Talon, elle me dit, mais tu sais, ton fils a un studio. Vite le studio d'Agboloko, Anna Iboekpon, qualité ton. Moi, je suis un musicien. J'ai besoin de qualité dans ce que je fais. Et c'est normal. Je suis venu, si j'ai vu le studio, j'ai écouté le son. J'ai jugé bon de faire un truc ici. C'est un studio moderne, très moderne. Cet album est désormais disponible sur toutes les plateformes et surtout au centre Eya. Comme pour dire, Eya, ça y est. De l'art dans ce journal, après la restitution des œuvres d'art, voici le voyage retour des artistes africains eux-mêmes sur le continent originel. C'est l'un des objectifs d'un projet d'exposition dont le premier vernissage a eu lieu aux ateliers Kofi à Cotonou. Rachad Moussa, Jules Akwaïkou et Ulvaeus Balogun pour le reportage. Bien plus qu'une exposition, c'est un mouvement panafricaniste. Dig Where You Stand, From Coast to Coast, promeut le narratif artistique africain par les Africains. Ce mouvement parcourt plusieurs villes côtières africaines pour y exposer le génie créatif africain qui, au même titre que les œuvres d'art pillées, doit revenir sur le continent.
C'est une exposition qui parle de la question de la décolonisation, sa restitution, la réparation. Ici, on est à la vernissage de la première localisation de 3 de notre expo. Les œuvres de l'artiste sud-africaine Zanele Mooli sont les premières exposées, mais plusieurs artistes béninois font partie de ce projet, conduit au Bénin par la African Artist Foundation et le ministère de la Culture. Les artistes de cette exposition viennent du Bénin, du Nigeria, des États-Unis, de partout dans le monde. L'idée derrière l'exposition est de promouvoir la participation des populations locales dans les arts et de leur faire voir les œuvres de grands artistes africains. Je pense que le Bénin est à la tête d'un mouvement panafricaniste avec la restitution des œuvres d'art, donc j'ai voulu rassembler ici les grands artistes de partout dans le monde. L'exposition se poursuit à Cotonou et à Ouidah, avec à l'affiche plusieurs artistes béninois et africains de renom. On s'intéresse à présent à cette opération policière qui a permis de saisir une quantité importante de chanvre indien, de sacs à récupérer par les hommes en uniforme dans la commune de Kétou. Déogracias Menaï pour les précisions. 48 kg, c'est la quantité de chanvre indien saisie lors d'une opération menée par les éléments du commissariat d'Ilara dans la commune de Kétou, dans le département du Plateau. Des renseignements faisant état d'une activité suspecte dans une maison ont permis le déclenchement de cette opération. La perquisition des lieux s'est soldée par une saisie de 2 sacs de chanvre indien. De sources concordantes, les 48 kg devaient être expédiés vers un pays voisin. Les techniciens de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs au CERTID ont été déployés pour des investigations. Hors du Bénin, pour le Premier ministre français Michel Barnier, l'allègement de la dette est une priorité au Nigeria. Il y a eu des manifestations contre la vie chère. Le récit de Arnaud Adadja. Dans la capitale fédérale du Nigeria, Abuja, quelques dizaines de manifestants venus dénoncer la politique économique du président Bola Ahmed Tinubu sont dispersés par des forces de l'ordre à l'aide de gaz lacrymogène. Le Nigeria ne peut prétendre être indépendant si la population n'est pas à l'abri de la faim et de l'insécurité. Les planteurs ivoiriens vont désormais vendre leur cacao au prix de 1800 francs le kilo, contrairement aux 1500 anciennement fixés. C'est un montant record pour le compte de cette année. On parle ici de sécurité sociale des planteurs. 12 milliards l'année, le Conseil africain va supporter les prestations de la couverture maladie universelle. Pour nous, c'est déjà important. Je ne suis pas content puisque je m'attendais à un prix hausse. Toujours en Côte d'Ivoire et dans le nord du pays, ici pas de tentes, mais un millier de maisons en briques de terre cuite et au toit de tôles ondulées alignées sur une dizaine d'hectares. Nous sommes en périphérie de Ouangolodougou. On ne se croirait pas dans un camp de réfugiés. Le centre de Nyonigué ressemble de plus en plus à un village organisé. Notre responsabilité, c'est d'alléger le fardeau et de retrouver des marges de manœuvre budgétaires. C'est par ces propos que le Premier ministre français Michel Barnier compte ramener le déficit de notre pays à 5% en 2025. Notre objectif est de remettre notre pays sur la bonne trajectoire pour revenir sous le plafond de 3% en 2029. Dans le respect des engagements européens de la France. À la veille de la prestation de serment de la nouvelle présidente élue du Mexique, Claudia Sheinbaum, des manifestants contre les réformes judiciaires controversées
soutenus par le président sortant Andrés Manuel López Obrador, investissent la Plaza de la República de Mexico. 2 semaines avant la fin de son mandat, le président sortant promulgue la réforme judiciaire qui fera du pays le premier à permettre aux électeurs d'élire tous les juges. Et c'est la fin de ce 13h. Merci à tous de l'avoir suivi.